Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise. Et c'est un mot qui revient souvent comme un réflexe lorsqu'on parle de sport, celui des valeurs, les valeurs du sport, des valeurs dites universelles. Mais voilà, depuis quelques temps déjà et plus longtemps qu'on ne le pense, le sport est aussi accolé à d'autres mots, MOTS, mais aussi MAUX, ceux de communautarisme et de radicalisation islamiste. On en parle tout de suite avec notre invité du Face à Face. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le Face à Face. Ce face-à-face sur Sud Radio aujourd'hui avec Médéric Chapiteau, doctorant en sociologie, ancien gendarme, auteur notamment en 2016 de Le Sport, une faillite dans la sécurité de l'État. Vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité à l'éducation nationale. Bonjour Médéric Chapiteau. Bonjour. Bonjour Médéric Chapiteau, un grand merci déjà d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, puisque c'est un sujet dont on va dire beaucoup de choses ce matin effectivement. Déjà, c'est cette radicalisation que vous constatez sur le terrain, Médéric Chapiteau, c'est un phénomène qu'on peut dire diffus, interne à la société, ou bien est-ce qu'on peut parler plutôt d'un processus véritablement organisé par certains individus, certains groupes très actifs dans le milieu sportif aujourd'hui? Alors, d'un point de vue scientifique, on manque quand même cruellement de données pour prendre un postulat dans un sens ou dans l'autre. Par contre, on sait que depuis le milieu des années 2000, on a une explosion du phénomène, pas explosion en termes de massification, mais en termes de points d'accroche sur différents sports, à l'étranger et en France. Et la première alerte réelle date de 2004-2005, suite à des attentats terroristes, notamment de Londres et de Madrid, et plus particulièrement en 2010, avec le Conseil de l'Europe qui a écrit à tous les ministres des sports du Conseil de l'Europe, pour expliquer qu'il y avait un problème dans 3 types de familles d'activités, à savoir les sports de combat, la musculation et le football-futsal. Donc en fait, le point d'entrée, on pourrait dire sur le territoire national, même s'il est antérieur, on peut l'identifier au milieu des années 2000 et 2010. À partir de là, on a une évolution qui arrive de manière croissante avec la vague d'attentats terroristes sur le territoire national, mais aussi on a une part d'amalgame et de stigmatisation. Bien sûr, ça c'est important de le rappeler, mais ce que vous dites, c'est que beaucoup de terroristes, de personnes qui ont commis des attentats, voire la quasi-totalité en France depuis une quinzaine d'années, l'ont fait via le vecteur du sport finalement, ou en tant cas étaient notamment des éducateurs dans la musculation, dans les sports de combat aussi. Alors, il faut différencier les choses. Effectivement, on a une identification du parcours des terroristes qui passent par le sport. Est-ce que c'est le sport qui les a rendus comme ça intrinsèquement? Bien sûr que non. Est-ce que le sport a été manipulé au même titre que la religion est manipulée dans la plupart des attentats terroristes? Il faut être très clair. C'est possible et c'est là toute l'importance d'étudier en profondeur ce qu'il se passe sur le terrain. C'est important de comprendre quel rôle peut avoir une structure, un rôle négatif comme un rôle positif, et comment un éducateur peut avoir un rôle positif ou un rôle négatif sur différents profils. Effectivement, si on prend le cas de ce qui s'est passé sur le territoire national, mais également en Europe, depuis la même période, depuis le début des années 2000, on trouve ce fil conducteur du sport. Pas du sport en général, on trouve principalement les sports de combat, la musculation et un peu le football-futsal. C'est-à-dire que la religion, et notamment des groupes djihadistes, se servent finalement du sport aussi pour embrigader ou pour finalement organiser des réseaux? Alors, là encore, il ne faut pas mélanger, il faut être très précis. Entre djihadistes et religion, il y a un raccourci que je ne ferai pas. Tout à fait. Le djihadiste contourne, la plupart du temps, utilise la religion à des fins politico-djihadistes, ce qui n'est pas une commande, je dirais, religieuse, quelle que soit la religion. En l'occurrence, là, on parle de l'islam pour les djihadistes. Là, effectivement, il y a des commandes. Aujourd'hui, on a retrouvé 2 textes. Les travaux du gourou ont montré en 2016 qu'il y avait 2 textes qui sont fondateurs et qui invitent les apprentis terroristes à utiliser la pratique des sports de combat et de la musculation pour se préparer au djihad. Ça ne signifie pas, encore une fois, que ces 2 disciplines ou ces 2 familles d'activités sont intrinsèquement liées. Après, ce qu'il faut faire attention sur le territoire, c'est ça. C'est la part des choses entre la partie religieuse, la partie communautariste, la partie séparatisme, la partie radicalisation, voire terrorisme. Et c'est ça la grande question, c'est comment on distingue justement l'ensemble de... Alors ce sont des termes qui renvoient à des réalités bien différentes. Comment on les distingue sur le terrain, clairement? C'est tout le grand écart que doit faire aujourd'hui le gouvernement et en particulier le ministre Jean-Michel Blanquer qui a sous sa coupe maintenant le ministère des Sports. Oui. Quand on prend l'éducation nationale, le problème, je dirais, est quasiment bloqué par le fait de la loi de 2004 qui impose une stricte neutralité à l'école et donc ces problématiques
de signaux ostentatoires ou de discours plus ou moins prosélytes ne rentrent pas en ligne de compte ou sont minimes. La problématique, c'est que dans son même champ ministériel, il y a le sport et donc il a demandé au Conseil des sages de réfléchir à cette logique d'uniformisation et de mise en cohérence des pratiques. Pourquoi ? Pour éviter les amalgames et les stigmatisations. Et le sport est un lieu d'éducation par excellence et donc on doit imposer une forme de neutralité, d'ailleurs comme le Comité international olympique l'impose avec la règle 50.2 de la charte olympique. Qui impose cette neutralité, qui est reprise d'ailleurs dans le football, en tout cas en France. C'est le cas, c'est pas le cas de toutes les fédérations de sport ? Alors non, c'est pas le cas. Il est important de rappeler l'histoire de cette règle 50.2 de la charte olympique qui n'est pas arrivée comme par hasard dans le discours olympique qui rejoint les valeurs de sport, de culture, etc. La règle 50.2 sous sa forme actuelle qui impose la stricte neutralité est la conséquence, en tout cas principale, des attentats de Munich où Septembre Noir s'en est à décimer l'équipe israélienne sur les Jeux Olympiques. Ouais. Et à l'issue de cet attentat, le mouvement sportif international a décidé de rédiger cette règle qui s'appelle la règle 50.2, qui depuis 1974 n'a quasiment pas bougé dans sa sémantique et dans son intitulé. Donc ça, c'est important de le rappeler pour que tout le monde comprenne. Les autres fédérations aujourd'hui, toutes n'ont pas la même posture. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règlements internationaux qui diffèrent en fonction des fédérations. Certains autorisent, d'autres n'autorisent pas. Et souvent, on se dit, mais pourquoi on n'applique pas les règlements de la fédération internationale sur le territoire national ? Et je pense que c'est une erreur de positionnement de la question. La question, c'est pourquoi les fédérations internationales n'appliquent pas les règles de la charte olympique dont ils sont adhérents. Mais c'est pas à nous de résoudre les problèmes sur le territoire national. On a la grande chance d'avoir un principe de laïcité dans notre pays qui nous permet à tout un chacun de vivre nos convictions, nos religions comme on l'entend. Il ne faut pas non plus se tromper, il y a des cadres restrictifs, j'en ai parlé avec la loi de 2004, et la règle 50.2 impose également ce champ restrictif au domaine du sport. Alors c'était important bien sûr de faire ce rappel, Médéric Chapiteau, sur Sud Radio. Est-ce que vous, alors je rappelle, vous avez été entendu, en tout cas je le dis pour nos auditeurs, vous avez été entendu en janvier 2020 par la commission d'enquête du Sénat sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre dans le domaine du sport. Est-ce que vous avez l'impression justement à travers cette audition, est-ce que vous avez l'impression qu'on a fini un petit peu avec le déni qu'on peut avoir du côté des politiques sur ce sujet, si tant est qu'il y en ait eu un? Est-ce que vous avez des mots quand même pour le coup assez durs sur l'attitude de l'État vis-à-vis de ce problème-là? Je pense que le sport a besoin toujours de se faire bousculer pour avancer. Le courage qui a été donné par le président de la Fédération française de football, souvent décrié, mais sur le côté de la prévention, enfin en tout cas sur la neutralité et la laïcité, son positionnement a été très clair en modifiant l'article 1 de la Fédération française de football il y a quelques années. Concernant les politiques, il faut être très clair. Avant les attentats de 2015, parler de ce sujet-là, c'était devenu, c'était impossible, c'était tabou, etc. C'était mal vu. C'était même tabou. Mal vu. 2016, le Premier ministre Valls met en place le PART. Il y a une mesure sur le sport, le plan d'action pour la prévention de la radicalisation et du terrorisme. Le PNPR en 2018, le plan national de prévention de la radicalisation d'Édouard Philippe, mais 4 mesures sur le sport. Et là, on a la loi du 24 août 2021 qui commence à bien impacter le sujet. Ça veut dire qu'en 2021, 11 ans après l'alerte du Conseil de l'Europe, on commence à prendre en compte réellement politiquement l'importance de la menace, qui n'est pas si importante que ça dans le champ du sport. Il faut être précis, tous les clubs de sport ne sont pas impactés par le sujet. Bien sûr. Mais ça reste relativement important. Je vous donne un chiffre, si vous me permettez, qui est très important. Bien sûr. Le chiffre, il a été donné par la ministre en charge des sports en novembre 2020. Ce chiffre explique que à sa connaissance, c'est-à-dire au sens gouvernemental, il y avait 127 clubs qui étaient en lien avec une mouvance séparatiste. Vous allez me dire 127 clubs sur 155 000 clubs affiliés au CNOSF, c'est strictement rien, c'est très peu. Et c'est vraiment peu. Par contre, l'INGEPS, qui est un institut national attaché au sport, explique qu'il y a la moyenne des licenciés, c'est 93 licenciés par club. Si vous multipliez ces 122 clubs qui restent, puisqu'il y en a que 5 qui ont été fermés, multipliés par les 93, ça veut dire qu'aujourd'hui, on laisse 11 000 personnes s'entraîner dans un environnement lié à du séparatisme.
Et ben pour moi, ça pose question. Ce qui est énorme. Tout à fait. Médéric Chapiteau, vous restez avec nous. On continue de parler justement de cette radicalisation dans le sport avec un nouvel invité qui nous rejoint justement, Joseph Ruiz. Et oui, et notre invité a été missionné, Benjamin, par l'État pour l'insertion des jeunes à travers le sport. Nous le recevons sur Sud Radio. Carl Olive, maire de Poissy d'hiver droite, nous a rejoint. Bonjour Carl Olive. Bonjour Carl Olive. Bonjour, j'ai pas entendu la question, il n'y a pas de son. Alors, il n'y avait pas de question sur Sud Radio. Justement, je voulais pas encore poser la question, mon cher Carl Olive. Elle arrive. Joseph disait à l'instant que vous aviez été missionné par le gouvernement pour travailler sur la question de l'insertion des jeunes de quartier, justement, via le sport. Et ça sera sans doute, ma première question là-dessus sur le sujet. Ça complète un petit peu ce que disait Médéric Chapiteau d'une certaine façon sur le sport. En fait, on a l'impression parfois qu'il y a un vide laissé peut-être par la République dans certains clubs, dans certains lieux, justement, où on a du sport, C'était quoi l'objectif finalement de cette mission gouvernementale? Et je crois que vous avez rendu les premières de vos conclusions, c'est ça, Carl Olive? Alors en fait, l'objectif était très simple, ça concerne l'insertion par le sport de nos jeunes et plus particulièrement dans nos quartiers populaires. Et je rejoins finalement ce que disait Médéric Chapiteau. C'est vrai qu'il y a pour moi une bascule. J'ai été élu en 2014 et la bascule des attentats de 2015 est réelle. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai constaté moi aussi dans certaines de mes associations, mais vraiment infinitésimales, qu'il pouvait y avoir tentation effectivement à de l'entre-soi, et si on laisse aller, oui, à du communautarisme. Ça, c'était 2014-2015. Qu'est-ce qu'on a fait qui a été radical? D'abord, la charte de la laïcité. Pour les demandes d'instruction, de subvention de l'ensemble des associations sportives de la ville de Poissy, signature de la charte de la laïcité conditionnée à l'octroi de ces subventions, premièrement. Deuxièmement, avec des contrôles là-dessus, avec exactement des contrôles là-dessus, et pas seulement là-dessus, je vais y revenir. Deuxièmement, demande de location de salle, de la même manière, signature de la charte de laïcité. C'est un outil. La deuxième chose, c'est que on a des outils, je pense notamment aux outils de conseil local de prévention de sécurité et prévention de la délinquance, qu'il faut utiliser. Pourquoi? Parce que, et notamment dans cette mission, je vais proposer qu'on élargisse pour faire ce qu'on appelle un Agora Sport, c'est-à-dire un CLSPD, Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, dédié au sport. Tous les 3 mois, autour de la table, tous les acteurs concernés au niveau du sport. Et ça fonctionne très bien. Moi, je n'ai plus de difficultés aujourd'hui. D'abord parce qu'il ne faut pas stigmatiser. J'entendais Médéric Chapiteau dire tout à l'heure que ça concernait un certain nombre petit de nombre de clubs. Dans l'enquête que nous avons menée auprès des 108 fédérations pour cette mission, on s'est adossé à l'ANS, l'Association nationale du sport, et au CNOSF, le comité olympique. On a en fait 20% de fédérations qui nous disent effectivement avoir eu l'occasion de constater ce type de phénomène. Je pense qu'il faut surtout être dans l'application de la règle et pas l'interprétation. Et je pense que effectivement, l'État, faut le dire, depuis une vingtaine d'années, c'est peut-être retranché derrière son petit doigt en disant les clubs vont s'en occuper, les dirigeants vont s'en occuper, et tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. La vérité, c'est qu'il faut prendre le sujet à bras-le-corps sans s'en affranchir, et encore une fois, sans stigmatisation. Médéric Chapiteau, sur la charte de la laïcité, notamment, votre réaction là-dessus? Non, mais je pense que c'est un très bon outil pour la perception et des clubs, et surtout pour les collectivités. Et je sais, pour être passé à Poissy, pour voir l'intérêt des gens du sport sur le sujet, ça fait aussi écho au travail qui a été mené sur la région Île-de-France avec Patrick Caram notamment, sur les premières formations à la prévention de la radicalisation dans le champ du sport. Depuis 2016, le Conseil régional Île-de-France s'est impliqué sur cette thématique-là pour permettre aux collectivités et aux acteurs locaux, et notamment des ligues, d'avancer sur cette thématique. Concernant la laïcité, vraiment d'un point de vue purement factuel, il est important de l'expliquer. Pour moi, on ne combat pas la radicalisation par le prisme de la laïcité. La laïcité est un principe positif de la République, alors que la radicalisation est un contournement des règles de la République. Il est donc pour moi, il est donc important de séparer les deux. Bien insister auprès de notre jeunesse sur les principes fondateurs de la laïcité et de la République, et combattre la radicalisation par la mise en place du CLSPD et de tout autre outil. À titre d'exemple, pour aller dans le sens de Carl Olive,
Le Conseil des sages de la laïcité doit rendre dans quelques semaines auprès du ministre Blanquer un guide sur la liberté d'expression dans le champ du sport qui va conforter les principes républicains sur cette thématique et pour essayer de donner une plus grande facilité aux acteurs de terrain à répondre aux interrogations qui sont bien légitimes des plus jeunes qui ne comprennent pas ce à quoi ils sont confrontés au quotidien. Carl Olive, sur cette question aussi, quand on parle de laïcité, c'est vrai que c'est important de l'expliquer, surtout quand on est jeune, quand on est dans un club de sport et qu'on a 8, 9, 10, 12 ans, on l'apprend pas de la même façon, cette laïcité, c'est pas forcément simple à comprendre. Qui a ce rôle justement de l'expliquer aujourd'hui? Forcément à l'école, bien sûr, on le pense, mais dans le cadre des clubs, les éducateurs aussi doivent faire ce travail-là. À l'école, vous avez raison, dans les villes, vous avez raison, mais également dans les clubs. Et je crois encore une fois que c'est ces valeurs positives dont vient d'expliquer Médéric Chapiteau sur le sujet. Mais il faut être intraitable. Typiquement, en 2014, à la fin de 2014, nous avons une rixe dans un gymnase de la ville, et ça a été la seule en 7 ans, et vous allez voir pourquoi, entre un club de judo et un club de MMA, on va dire. Et les personnes du MMA n'acceptaient pas que les judokas se douchent nus. Ça a été très simple. Le lendemain, j'ai convoqué les 2 présidents, et notamment le président de l'association de MMA, pour lui dire il n'y a plus de subvention, il n'y a plus d'accès. La République, c'est pas ça. Premier sujet, on n'a plus de difficultés par la suite. De la même manière pour de la boxe féminine où il n'y avait que des femmes voilées. Il en est hors de question. Et il faut simplement, je dirais, c'est pas simplement entre guillemets, mais expliquer les choses. Et surtout, encore une fois, je pense que le principal fléau qu'on rencontre dans la société, c'est qu'on se cache et qu'on interprète la règle. On ne peut pas aujourd'hui interpréter la règle sur ce sujet comme dans d'autres. Et peut-être juste pour terminer, c'est que ce qu'on constate également, c'est que cet outil de la laïcité, ces formations qui sont faites, alors Patrick Caram en fait pour l'Île-de-France, aujourd'hui les délégués de préfets, notamment les sous-préfets d'égalité à la chance, en font à la fois pour les acteurs associatifs, mais aussi pour les agents de la collectivité. Et ça me paraît très important, ça va dans ce sens. Et je pense qu'il ne faut pas s'en affranchir. Il faut vulgariser le message. Occuper par exemple les pieds d'immeubles. Occuper également la formation des éducateurs. La formation des éducateurs, c'est pas simplement dire que Médéric a un très bon pied gauche. C'est dire Médéric, il a un très bon pied gauche, mais il a aussi des valeurs de la République qu'il faut mettre en avant. Médéric Chapiteau, alors c'est intéressant ce que disait aussi Carl Olive, maire de Poissy, je le rappelle sur Sud Radio, sur la possibilité, en gros le fait que les maires ont leur mot à dire clairement sur cette question de la radicalisation dans le sport, peuvent sanctionner d'une certaine façon. Il parlait aussi du rôle des préfets. C'est intéressant de vous entendre aussi là-dessus, Médéric Chapiteau, puisque vous avez fait un tour de France justement des préfectures à ce sujet-là. Alors, effectivement, je remercie Carl Olive de se rappeler de mon pied gauche. Je ne savais pas qu'il m'avait vu jouer au foot sur l'aile gauche sur un terrain, mais c'était bien vu avec quelle perspicacité. Non, plus sérieusement... Une belle transversale de sa part, voilà. Plus sérieusement, par rapport à votre questionnement, il y a 3 aspects, effectivement. De toute façon, ce sujet-là est apolitique et il est intersectoriel. Il faut jouer du plus haut niveau de l'État jusqu'au plus bas niveau sans que ça soit péjoratif. Et effectivement, il faut travailler jusqu'au maire. Très récemment, je suis intervenu auprès de la mairie de Conflans-Sainte-Honorine sur ce sujet dans le même département. Et effectivement, c'est une vraie demande de l'exécutif local d'avoir un discours qui soit cohérent et en concordance avec les attentes de l'État. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour rester encore sur le sport avant d'étendre, moi, j'ai quand même une source d'inquiétude majeure aujourd'hui. C'est que le sport n'a pas de valeur intrinsèque en soi, c'est les éducateurs qui vont en faire un outil formidable d'insertion, d'éducation, etc. Ouais. Sauf qu'on a ignoré, et on continue à ignorer, et j'assume mon propos, le fait qu'on puisse avoir des éducateurs sportifs qui sont en dehors de ces règles de la République, qui contestent les valeurs de la République. Mais justement, on avait des maires qui demandaient à connaître, il y a quelques temps, là récemment, à connaître justement quelles étaient les personnes fichées, notamment les éducateurs fichées. On en est où? C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de contrôle encore là-dessus sur qui finalement est éducateur pour le club de sport de son enfant, quoi. Alors, j'y reviens par rapport à ça, vous avez raison. La problématique, c'est que la fichesse n'est pas une condamnation, et comme ce n'est pas une condamnation, on ne peut pas exclure quelqu'un du fait de son fichage. C'est un outil de suivi et de renseignement qui est à la disposition des services du ministère de l'Intérieur et des services de la justice.
Pour autant, je vous rejoins, moi je suis scandalisé sur ces items-là, autant sur le reste je peux mettre de la nuance, autant sur cet item-là je ne peux pas le mettre, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, si vous avez été condamné pour trafic de stupéfiants, vous ne pouvez pas être éducateur sportif, c'est l'article 212.9 du Code du sport. Par contre, si vous êtes fiché au plus haut niveau du renseignement sur une menace potentielle terroriste, vous pouvez toujours être éducateur sportif auprès des plus jeunes. Donc là, on a quand même un trou béant dans la raquette qui fait qu'aujourd'hui, on assume pleinement de laisser en face-à-face pédagogique des personnes inscrites au FSPRT et fichées S, potentiellement, en face-à-face pédagogique avec nos enfants. Mais ça rejoint le chiffre que je vous ai donné en préambule. On sait qu'aujourd'hui, il nous reste 122 clubs, selon la ministre en charge des sports, qui sont en lien avec une mouvance séparatiste. Et ça ne force personne à les fermer. La loi du 24 août 2021 qui vient d'être votée permet, dans le texte, de fermer ces 122 clubs. Qu'attendons-nous Et sur les préfectures, et j'en termine là-dessus, sur les préfectures de manière très rapide, effectivement, dans le cadre de missions exercées pour le comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation, j'ai fait à peu près une 50aine de préfectures. Ouais. Le problème, il est le même partout. Quelle différence entre faits religieux, communautarisme, radicalisation et terrorisme? Et surtout, ce qui manque, c'est des espaces de dialogue et de discussion sous réserve de ne pas communiquer les informations. C'est le but des CLIR, c'est le but des CLSPD, des CLIR et du GEP. Là-dessus, il y a des outils qui sont en place. Maintenant, il faut les utiliser. Il faut que le sport, puisque c'est le sujet du jour, accepte de diffuser les informations inquiétantes qu'ils sont susceptibles de récupérer à leur niveau. Carl Olive, vous vouliez réagir? Alors je crois que c'était sur la question des fichets. Je vous ai vu hocher la tête. Peut-être un dernier mot là-dessus. Alors, deux sujets. Le premier, la formation des éducateurs. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté dessus. Les éducateurs aujourd'hui ne peuvent plus simplement être dans leur cœur de métier, premièrement. Deuxièmement, évidemment, et c'est pour ça que je le mettrai dans les préconisations de la mission, moi typiquement, nous devons avoir aucun état d'âme sur le fait de pouvoir réunir ces acteurs sous le prisme, par exemple, d'un CLSPD en direction du sport, qu'on pourrait appeler Agora Sport. C'est une proposition, par exemple, de la collectivité de Toulouse. Mais il faut également qu'il y ait autour de cette table le conseil citoyen, qu'on retrouve dans le quartier populaire. Il faut également que nous ayons l'ensemble des représentants des cultes. Moi, typiquement, à Poissy, tous les 3 mois, je reçois l'ensemble des présidents des cultes. C'est pas pour m'ingérer sur le fait religieux, c'est simplement pour partager. Et comme le dit Médéric Chapiteau à juste titre, je pense qu'encore une fois, il faut avoir un peu de courage. Jacques Chirac disait qu'il n'y avait pas suffisamment de grève, vous voyez ce que je veux dire. Il faut avoir des couilles pour pouvoir le faire. Et puis, simplement, encore une fois, être sans filtre par rapport à ça. On n'a qu'une envie, c'est que tout se passe bien. Mais pour que tout se passe bien, il faut rappeler les règles. Et une fois que les règles sont rappelées, il faut les appliquer et pas les interpréter. Carl Olive, un grand merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle, maire d'hiver droite de Poissy dans les Yvelines. On poursuit le débat dans un instant avec Médéric Chapiteau. Joseph Ruiz, on vous retrouve dans un instant. Sud Radio dans tous ses états, midi 13h, Benjamin Glaise. Et la radicalisation dans le sport, on continue d'en parler avec jusqu'à 13h sur Sud Radio avec Médéric Chapiteau, sociologue, ancien gendarme et auteur notamment de l'ouvrage Le sport, une faille dans la sécurité de l'État aux éditions Henrik B. Et puis bien sûr, je voudrais alors vous faire réagir Médéric Chapiteau sur cette actualité. Joseph Ruiz va nous en dire quelques mots, nous expliquer un petit peu le sujet. Ce sont les hijabeuses non données que se sont données certaines footballeuses qui demandent à pouvoir jouer voilées. Déjà, Joseph, pourquoi eh bien ces femmes demandent à jouer voilées? Qui sont-elles? Et puis quelles sont leurs demandes, leurs attentes et leurs recours? Eh ben, les hijabeuses, donc on rappelle pour les auditeurs, c'est un collectif de femmes qui se définit comme musulmanes et sportives, portant le voile ou pas d'ailleurs, et elles se battent du coup pour le droit de jouer au football en compétition officielle en portant un hijab de sport. Alors le 1er novembre 2021, le collectif a du coup saisi le Conseil d'État. Alors qu'est-ce qui a un peu motivé leur action? C'est que la FIFA a autorisé le voile sur tous les terrains du monde depuis 2014. Mais en France, la Fédération française de football l'interdit encore. Et dans ses textes, d'ailleurs, pourquoi elle l'interdit? Parce qu'il est écrit que tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale est totalement interdit. Alors question, Médéric Chapiteau, pourquoi l'autorisation bloque en France alors qu'elle a été levée par la FIFA? Mais en fait, ça revient à mon préambule de début d'émission. La problématique, je répondrai bien évidemment
évidemment sur la partie nationale. Mais la problématique, c'est pourquoi la FIFA ne respecte pas la règle la règle 50.2 de la charte olympique, puisque c'est la règle qui impose à toutes les fédérations qui sont affiliées au CIO ce type de pratique. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur le territoire national, on est clairement dans une aventure politico-religieuse mise en place par les hijabeuses. On a connu le burkini dans les piscines, que ça soit à Grenoble ou à Paris ou ailleurs sur le sujet. C'est une manière récurrente, malheureusement pour moi, récurrente, vous l'avez compris, de faire une forme d'entrisme politico-religieux en utilisant le sport à cet effet. Je rejoins complètement la position du président de la Fédération française de football, qui considère que le sport est un lieu d'éducation au même titre que l'éducation nationale et qu'à ce titre, aucune différenciation doit être exercée par quelques signes ostentatoires qu'ils soient ou quelques discours qu'ils soient sur un terrain de sport. À ce titre-là, et je pense que le sujet va être traité par le Conseil d'État. Je ne suis pas membre du Conseil d'État, je ne peux pas savoir ce qu'ils vont juger ou rendre comme avis. On verra ça dans quelques semaines, je pense, ou quelques mois. En tout cas, moi, j'espère que la République ne va pas avoir à se déchirer autour d'un sujet qui, pour moi, ne devrait pas en être un, puisque la laïcité permet à chacun de vivre ses convictions ou ses religions comme il l'entend, dans le respect de l'ordre public et surtout d'une forme de respect des autres. Et là, on commence à bousculer les règles et, à mon avis, c'est pas de bon augure. Alors avec Médéric Chapiteau, toujours ce même argument qu'on entend sur ces questions-là, de savoir on se sent exclu, on se sent finalement en dehors, finalement rejeté des autres, puisqu'on n'a pas le droit justement de porter un voile ou ce genre de choses. C'est un argument. Alors vous faites la grimace, mais c'est un argument qu'on entend souvent et qui peut finalement avancer, en tout cas, qui peut convaincre certains aussi. Non, mais nous sommes d'accord, et vous avez raison, je fais la grimace parce que pour moi c'est un détournement complètement des règles du sport. Aujourd'hui, je pense que on voit bien que ces questions-là n'existaient pas par le passé, et que le contexte géopolitique fait qu'aujourd'hui on en parle. Il faut en parler. Pendant des années, ça a été évoqué par Carl Olive et j'en avais parlé en quelques mots. On a utilisé systématiquement l'hygiène et la sécurité pour essayer de barrer ce genre de pratiques de signes ostentatoires. Aujourd'hui, on est en face de nos principes. Je pense qu'il faut être ferme sur nos principes. Et les principes de la République sont tels qu'aujourd'hui, on estime sur le territoire national que déjà, il y a des règlements sportifs, ce qu'on appelle les RTS. La fédération est souveraine dans ces RTS. On verra si le Conseil d'État les remet en cause. Après, on verra également ce que ça va impliquer sur le Comité national olympique et sur l'ensemble des fédérations. C'est pas une petite décision qui va être prise aujourd'hui par le Conseil d'État. Médéric Chapiteau, on a beaucoup parlé de la nécessité pendant un certain temps de réformer ou non la loi de 1905 pour lutter contre l'islamisme. Ce que vous dites aussi, c'est que dans cette question-là de la radicalisation par le sport, via le sport, il y a aussi la question de la loi de 1901 sur les associations qui n'est pas à négliger. Pourquoi ? Alors, pour moi, la loi de 1905 est très bien en l'état, puisqu'elle permet justement de garantir un juste équilibre pour tout un chacun sur le territoire national. Donc ça, c'est pas un sujet en soi. Encore une fois, utiliser une réforme de la loi 1905 pour condamner l'islamisme, c'est encore faire un amalgame par rapport à une religion qui n'a pas demandé ce qu'on s'occupe d'elle. L'islamisme est un détournement de la religion et pas autre chose, à des fins politico-religieuses. La loi 1901 aujourd'hui peut être discutée, amendée. Ça a déjà été le cas sur le siècle dernier. Aujourd'hui, la vraie question, c'est le pouvoir des fédérations. Aujourd'hui, la loi du 24 août 2021 a précisé un pacte d'engagement républicain auprès des associations sportives qui est en cours de gestation, je dirais. On va voir comment l'État va mettre en place ce pacte d'engagement républicain, ce contrat d'engagement républicain, qui en fait est un moyen, selon moi, de repréciser le cadre de la loi 1901 et du lien entre l'État et les associations. Je trouve que c'est plutôt une bonne ouverture sur le sujet, en tout cas pour repréciser le positionnement des valeurs de la République. Est-ce que, alors, il y a la question aussi du contrôle a posteriori. Comment on fait pour contrôler justement ce qui se passe dans nos clubs? C'est une vaste question. Vous expliquiez d'ailleurs au Sénat lors de votre audition par la commission d'enquête que finalement, pour les renseignements, c'était beaucoup plus difficile finalement de se renseigner sur ce qui se passait dans une mosquée que dans un club de sport. Oui, c'est évident. Ça interpelle, ça. Non, ça doit pas interpeller, c'est évident pour moi. Le sport a ses propres codes. Pour aller voir ce qui se passe, pour reprendre l'exemple de Carl Olive tout à l'heure, un club de MMA, va falloir avoir un peu d'appétence pour l'activité physique et sportive concernée avant de pouvoir récupérer quelques informations.
Une mosquée, c'est beaucoup plus simple à pénétrer. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui est de culture ou de confession musulmane, il va pouvoir très rapidement identifier ce qu'on appelle des déviances dans le champ. Sur la pratique sportive, entre les différents clubs de sport, c'est plus compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis convaincu que pour éviter l'amalgame et la stigmatisation, la formation des éducateurs sportifs est un meilleur moyen pour renseigner justement les éventuelles déviances dans le champ du sport, parce que ça prend en compte les contextes et les codes sociaux. Donc effectivement, moi, je suis intimement convaincu que le mouvement sportif a tout son rôle à jouer, ne serait-ce que pour protéger les activités physiques et sportives et les acteurs dedans, en l'occurrence les plus jeunes, à s'impliquer dans les politiques de prévention de la radicalisation, comme ça a été proposé par le Conseil régional Île-de-France ou l'État. Médéric Chapiteau, pour conclure, la France, elle aura un rôle forcément de modèle et il y a urgence sans doute avec Paris 2024 qui arrive là, sur cette question-là. Je pense pas que... En fait, j'ai pas envie de convoquer Paris 2024 sur cette thématique. Je pense que ça serait utiliser, encore une fois, un aspect festif pour quelque chose qui mérite vraiment l'implication de tous. C'est un problème de fond en tout cas. Ouais, c'est l'implication de tous et de tous les politiques. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, ça ne sert à rien de continuer à produire des normes si on n'est pas capable de les appliquer, si on n'a pas le courage de les appliquer. Et c'est ça plutôt qu'il faut qu'on se rende compte tous à chacun à notre niveau. Et on l'a vu qu'il y en avait justement déjà pas mal et qu'on pouvait s'en saisir. Merci beaucoup Médéric Chapiteau d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio et puis bonne fête bien sûr à vous. Merci beaucoup Médéric Chapiteau. On le rappelle, vous êtes doctorant en sociologie, ancien gendarme pendant une bonne quinzaine d'années, auteur notamment en 2016 de Le sport, une faille dans la sécurité d'État aux éditions Henrik B, membre du Conseil des sages de la laïcité et de à l'éducation nationale. C'est la fin de Sud Radio dans tous ses états. Benjamin Glaise, nous on se retrouve demain avec notamment Florian Silnicki, expert en stratégie de communication, pour parler de cette campagne présidentielle qui s'annonce et qui pourrait se dérouler sans meeting possible. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, oui, parce que sur les meetings, pour le coup, ça va être peut-être un peu compliqué, en tout cas pour ce mois de janvier. Pas mal de changements, on verra justement ce que ça implique, bien sûr, demain, mon cher Joseph. Ouais, exactement, tout potentiellement doit être repensé, les modes de communication. En tout cas, restez avec nous sur Sud Radio. Tout de suite, les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité Bruno Solo.